Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire à l'attention des actionnaires et des investisseurs de la société Spanguard. Je suis Mathilde Borin, chargée de la communication financière et des relations investisseurs de la société. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Pierre Jérôme, président, directeur général et cofondateur, Stéphane Bent, directeur général délégué et cofondateur, et Manuel Anfossi, directeur administratif et financier. Tous les trois vont à présent faire un point sur les dernières actualités de la société, les partenariats, la montée en puissance de son activité commerciale et présenter ses innovations et perspectives. À l'issue de cette présentation, le management se tiendra à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez poser vos questions par écrit dans l'onglet « Questions » qui se trouve en bas de votre écran. Et je passe à présent la parole à Pierre Jérôme. Merci Mathilde, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de partager avec vous nos principales avancées et perspectives. Je vais partir du principe que la plupart d'entre vous êtes familiers et au clair sur les principaux fondamentaux de la société. Je les résumerai en disant une chose, c'est que notre technologie de guidage chirurgical en temps réel et sans rayon X est très solidement positionnée sur le marché de la colonne vertébrale et de l'orthopédie. Son positionnement est solide en termes sur le plan clinique, sur le plan scientifique, sur le plan réglementaire, d'un point de vue financier et en termes de propriété intellectuelle. Notre stratégie B2B, B2B porte ses fruits et c'est vraiment ce sur quoi nous voulons insister aujourd'hui. Vous avez constaté au fur et à mesure de nos communiqués de presse une triple accélération, l'accélération de nos partenariats stratégiques avec des acteurs ambitieux du secteur sur lequel nous sommes, avec des laboratoires prestigieux, une accélération donc de ces partenariats depuis le début de l'année, une accélération, et c'est très important évidemment, de notre activité commerciale, de notre chiffre d'affaires. Elle est très nette depuis le début de l'année, et puis aussi une accélération de l'innovation. Je laisserai bien sûr Stéphane vous en dire plus sur le sujet. Donc, pour vous expliquer tout ça, nous allons commencer par tirer les enseignements de deux congrès très importants qui viennent d'avoir lieu, le NASS aux États-Unis et l'Eurospine en Europe, la montée en puissance commerciale, les partenariats stratégiques, c'est moi qui m'occuperai de ces parties-là. Je passerai ensuite la parole à Stéphane donc, pour vous parler de l'innovation. Manuel abordera ensuite les aspects financiers, nos chiffres, notre stratégie financière. Je clôturerai cette présentation en vous rappelant notre feuille de route et puis nous aborderons ensuite vos questions. Alors, le mois d'octobre a été marqué par ces deux congrès qui sont vraiment des rendez-vous très importants dans le secteur de la chirurgie vertébrale. C'était l'occasion, évidemment, après 2 ans un peu particuliers, de retrouver beaucoup de chirurgiens, nos partenaires commerciaux, les pairs de l'industrie, en chair et en os. Et ça nous a fait évidemment très plaisir. Ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que l'activité repart. Nous sommes maintenant revenus à une activité, je dirais, normale, comme avant le Covid, en termes d'activité chirurgicale. Ce qui est notable par rapport à cette activité, c'est qu'on voit une bascule quand même assez nette vers la chirurgie ambulatoire, notamment aux États-Unis, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui est net aussi, c'est que les technologies d'assistance à la chirurgie s'imposent et sont vraiment au centre du jeu. Les plateformes de robotique, de navigation, le neuromonitoring, la réalité augmentée, mais nous sommes les seuls à avoir vraiment une technologie de différenciation des tissus en temps réel, sans rayon X. Donc, sur cette partie qui s'impose de l'assistance à la chirurgie, nous avons une distinction très forte et qui est positionnée solidement, comme je le rappelais tout à l'heure. À noter l'émergence de plus en plus claire d'une nouvelle technique pour le traitement des scolioses, une technique qui a le double avantage d'être moins invasive et de préserver les mouvements, ce qu'on appelle la technique VBT. Stéphane y reviendra tout à l'heure. À noter que le secteur continue à se consolider avec 2 acteurs de taille moyenne qui vont maintenant former le 6e acteur du domaine.
Orthofix et C-Spine. Donc, c'est un mouvement qui continue. Il continue à avoir une activité importante sur le front M&A dans le secteur de la chirurgie vertébrale. Nous avons eu d'excellents meetings avec nos partenaires stratégiques avec lesquels nous sommes alliés cette année, Wishbone Medical et Omnia. Et puis, à l'occasion de l'Eurospine, et vous voyez une photo en bas à droite, un meeting avec plus de 40 chirurgiens. On a fait salle comble pour le lancement de DSG Connect que nous vous avions annoncé. Alors, la montée en puissance de l'activité commerciale de SpineGuard, c'est une réalité. J'évoquais à l'instant DSG Connect. C'est un contributeur très important de cette très bonne activité commerciale, mais ce n'est pas le seul. Comme je le disais tout à l'heure, l'assistance à la chirurgie, la sécurisation de la chirurgie vertébrale, c'est devenu un must. Tous les acteurs importants du domaine l'inscrivent dans leur stratégie. Tous les chirurgiens ont besoin, dans leur hôpital, de montrer, pour faire venir aussi les patients, de montrer qu'ils ont une option de sécurisation de la chirurgie vertébrale. Et donc, avec notre technologie DSG, nous sommes extrêmement bien positionnés de ce point de vue-là. Et comme je le disais tout à l'heure, notre technologie est unique, car elle guide in situ, en temps réel et sans rayon X. À noter, j'évoquais donc la chirurgie par voie antérieure pour le traitement des scolioses, sans fusion. Sur cette application en particulier, nous nous différencions de manière assez extraordinaire, puisque la navigation, la robotique, le neuromonitoring, la réalité augmentée ne savent pas s'adapter aujourd'hui à cette technique. Donc, nous avons une opportunité qui est en plein développement et sur laquelle nous sommes très focalisés avec notre partenaire Wishbone, mais j'y reviendrai. Notre équipe, parce que la technologie c'est important, mais il faut avoir une équipe pour appuyer, pour pouvoir incarner cette technologie. Et nous avons la chance d'avoir beaucoup de talent dans notre équipe, beaucoup d'expérience, de jeunesse aussi, et une équipe très soudée. On l'a vu dans les moments un peu plus difficiles que nous avons traversés pendant le Covid. Et c'est vraiment un atout fort sur lequel nous pouvons nous reposer. Et puis, donc ces accords, le B2B, représente maintenant une part significative de nos ventes, puisque sur les 9 premiers mois de l'année, c'est déjà 20% de notre chiffre d'affaires. Sur un plan géographique, on avait déjà depuis 2 ans une croissance très soutenue en Europe et en Amérique latine. L'élément nouveau, qui est évidemment pas arrivé par hasard, c'est que depuis le début de l'année, il y a un rebond qui s'accélère aux États-Unis, marché de loin le plus important en termes de chiffre d'affaires et sur le plan stratégique dans notre secteur. Alors, quand je dis c'est pas arrivé par hasard, c'est parce que nous avons renforcé notre équipe, nous avons homologué DSG Connect aux États-Unis l'année dernière, et puis ce sont évidemment aussi les partenariats que nous avons signés avec des acteurs ambitieux sur le marché américain qui commencent aussi à porter leurs fruits, notamment avec Wishbone, puisque Omnia est encore très récent. Je vous rappelle que nous avons signé avec Omnia au mois de septembre. La croissance, je le disais, est très soutenue en Europe et en Amérique latine, avec notamment le Mexique, qui est un contributeur important de cette partie du monde. Vous avez suivi que nous avons gagné un appel d'offres important en Arabie Saoudite. Une première commande a été passée au 3e trimestre. Nous aurons une commande à peu près de taille équivalente sur l'exercice l'année prochaine. Et puis en Asie, 2 pays contribuent principalement aujourd'hui, le Japon, Singapour, Taïwan arrive, puisque nous avons obtenu l'homologation, et puis en Chine, nous sommes en train d'étudier un certain nombre d'opportunités sur lesquelles nous passerons plus de temps à l'occasion sans doute de prochains webinaires. Alors, les partenariats, comme je vous le disais, sont devenus une composante essentielle de notre stratégie, de notre activité. À proprement parler pour Wishbone Medical, donc avec lesquels nous avons signé au mois de janvier, je vous rappelle sur l'orthopédie pédiatrique, nous avons reçu de leur part des commandes supérieures au contrat sur les 3 premiers trimestres de l'année. C'est évidemment
très encourageant. Nous avons 10 utilisateurs réguliers à ce jour, un accès privilégié dans plus de 250 hôpitaux aux États-Unis grâce à leur contrat avec des groupements d'achat américains, Vizient et Premier, qui sont les premiers acteurs dans ce domaine aux États-Unis. Et donc, ça facilite le processus pour démarrer dans chacun de ces comptes, et notamment dans les centres académiques qui, typiquement, ont une activité en orthopédie pédiatrique et qui sont très bien situés dans ces accords avec les groupements hospitaliers. Nous avons entrepris avec Wishbone des actions communes de co-marketing que nous avons conçues ensemble, que nous déployons ensemble et qui sont d'ailleurs très bien relayées par les réseaux sociaux. Vous en voyez un exemple en bas à droite. Et puis, comme je l'ai évoqué précédemment, la voie antérieure, qui est un segment en plein essor, et évidemment qui concerne la pédiatrie orthopédique. Et donc, c'est vraiment Wishbone qui mène la charge, si je puis dire, sur cette opportunité avec nous, et depuis que nous avons obtenu l'homologation aux États-Unis. En ce qui concerne Omnia, évidemment, nous sommes moins avancés, puisque, comme je le disais, la signature date du mois de septembre, mais ça avance très bien. Les premiers échanges sont extrêmement encourageants et nous menons avec eux en parallèle 2 projets, une vis intelligente et la fusion sacroiliaque, qui est une nouvelle application, là aussi, pour DSG, mais je vais laisser Stéphane prendre le relais et notamment vous en dire un peu plus sur cette collaboration. Stéphane. Oui, merci Pierre. En effet, le projet dit PSIF, donc fusion de l'articulation sacroiliaque, est doublement intéressant pour nous. Non seulement, et je pense Pierre, tu l'as souligné, commercialement parlant, parce que ce sont des procédures qui sont exécutées assez fréquemment dans des centres ambulatoires, et c'est un segment de marché où Omnia est très fort et où nous, on est peu présents, mais aussi du point de vue technologique et réglementaire. Parce que pour nous, c'est une nouvelle application. Et ça veut dire que à partir du moment où on arrive à mettre un pied réglementairement parlant dans une application clinique qui concerne le fait de déterminer la position de l'articulation, on ouvre une porte pour le futur vers d'autres applications partout dans le squelette où il y a des articulations, par opposition à simplement le fait d'être dans l'os. Alors, quelques mots sur cette procédure. En fait, la pathologie dont on parle, c'est une dégénérescence de l'articulation entre le sacrum et l'aile iliaque, donc entre le sacrum, la base de la colonne, et le bassin. Et c'est en fait une pathologie qui était sous-diagnostiquée pendant très longtemps et qui, depuis seulement une dizaine d'années, est reconnue. Elle a été confondue avec la lombalgie. Et donc, ça veut dire que c'est un segment de marché en forte croissance. Dans cette application, Omnia et Spinegard ont identifié que la technologie DSG pouvait être extrêmement utile pour trouver précisément l'emplacement de l'articulation. C'est quelque chose qui est fait aujourd'hui pas seulement par des chirurgiens orthopédiques, mais aussi par des radio-interventionnistes et même des anesthésistes. Et en fait, l'anatomie est quand même pas facile à repérer dans l'espace au niveau de cette articulation. C'est pas les repères anatomiques habituels de la colonne vertébrale, et donc il y a une utilisation intensive des rayons X qui est faite dans cette application, d'où la valeur de notre technologie pour déterminer la position du joint. C'est un petit peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. On travaille dans l'os et on cherche à rester dans l'os. Là, on cherche à éviter d'être dans l'os et on repère la position de l'articulation du liquide synovial. Donc, comme je disais, une application très intéressante qui ouvre des portes du point de vue du futur en termes réglementaires et d'application clinique. Alors, vous avez déjà entendu parler de l'application dentaire sur laquelle on travaille avec notre partenaire exclusif israélien Confident, société qui a été créée spécifiquement pour abriter la technologie, donc c'est une grande fierté pour nous. Alors, il s'agit là, en fait, d'ajouter des accessoires qui comportent la technologie DSG pour rendre intelligent le micromoteur typique qui est utilisé par le chirurgien dentaire lorsqu'il veut placer des implants dans la mâchoire des patients. C'est un marché énorme, 8 millions de procédures, parce qu'il y a un rattrapage
très important de population, en particulier dans les pays en voie de développement, qui doit se faire. Et un challenge de ce rattrapage en nombre de procédures, c'est que les chirurgiens dentistes ne sont pas assez nombreux, en fait, pour fournir la demande de soins. Et donc, on a en fait des dentistes qui d'habitude s'occupent de pathologies plus standards du type carie, qui doivent en fait, qui sont appelés à faire cette procédure. Et ils sont quand même un peu moins bien formés que les chirurgiens dentaires. Donc, c'est extrêmement important de leur fournir une technologie d'assistance et de sécurisation. Donc ça, c'est le projet, avec la possibilité donc de sortir un produit qui est complètement un produit de rupture, qui viendrait rendre n'importe quel micromoteur de chirurgien dentaire intelligent. Alors, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits. Il y a eu des challenges techniques qui ont été rencontrés par Confident, par exemple des problèmes de qualité de contact tournant par rapport à la qualité du signal. Ils ont été résolus. Et maintenant, notre partenaire avance à toute vapeur vers l'enregistrement réglementaire pour pouvoir démarrer la commercialisation d'un produit qui sera super innovant, avec non seulement un enjeu tactique de revenus pour nous, mais aussi un enjeu stratégique, puisque une telle technologie pourrait être amenée, du coup, à être très intéressante et visible par les grands acteurs de la chirurgie dentaire à travers le monde. Dernier point, aujourd'hui, cet accord de partenariat contribue déjà à notre revenu et notre croissance, puisque il est associé à des minima pour avoir l'exclusivité de la licence de la technologie. Alors, on a pensé qu'il était important, puisqu'on a beaucoup communiqué sur des accords de partenariat industriel, on a pensé qu'il était important quand même d'expliquer à nos actionnaires un petit peu plus le process qui est associé à ces partenariats et comment il est également associé à des paiements et donc comment il contribue à la croissance de SpineGuard. Alors, on ne peut pas évidemment vous donner les spécifiques parce qu'ils sont confidentiels, hein, des accords qu'on a avec nos partenaires. Néanmoins, la structure et le process restent assez identiques et vous allez, je pense, assez facilement comprendre les points, les jalons qui donnent lieu à une rémunération pour SpineGuard et donc qui sont créateurs de croissance. Alors, on commence avec l'identification d'un intérêt clinique pour une procédure. Donc, vous avez vu tout à l'heure l'exemple de la fusion de l'articulation sacro-iliaque avec Omnia. Donc, il y a un intérêt clinique qui est identifié, il y a un besoin clinique, et puis il y a un intérêt économique, c'est-à-dire qu'on est dans une procédure qui a un certain remboursement, qui s'effectue dans un certain type de contexte, en particulier le milieu ambulatoire, qui va permettre aux deux partenaires de gagner sa vie lorsque le produit développé en commun va être commercialisé. Une fois que ceci est validé, évidemment, on écrit un contrat qui va définir les jalons de la collaboration, qui va définir comment ces jalons sont associés à des paiements, et puis qui va définir d'autres choses, comme par exemple la répartition de la propriété intellectuelle qui sera générée lors de ce travail en commun. D'une façon générale, la règle, c'est qu'on partage avec le partenaire la propriété des innovations qui touchent à notre technologie DSG. Ensuite, la collaboration proprement parlée pour le design commence, c'est-à-dire que les ingénieurs travaillent ensemble, des deux sociétés, pour concevoir le produit. Et lorsque le design est finalisé, là, il y a un jalon très important et on va soumettre le dossier qui va permettre l'homologation réglementaire dans les géographies concernées, par exemple la FDA pour le marché américain dans le cas d'Omnia. Lorsque cette homologation est obtenue, il y a à nouveau un jalon très important dans le projet. À ce moment-là, démarre la phase de commercialisation dans laquelle, si elle est associée à une exclusivité, on va trouver des choses comme des minimums de commandes, des commandes fermes, des minimums liés à la licence de la technologie qui vont fournir à SpineGuard un revenu avec un effet de leverage puisqu'on n'utilise pas nos propres forces commerciales. Voilà. Donc, ça nous a semblé important de vous expliquer ça, en quoi ces accords finalement de type B2B vont nous permettre de croître. Moi, je voudrais, en tant que porteur de l'innovation dans ce meeting, revenir un petit peu sur comment notre recherche, on va dire plus fondamentale, découle ensuite dans les développements de produits pour, d'un côté, nourrir une croissance d'une façon organique dans un modèle de type B2C, c'est-à-dire on vend aux hôpitaux, aux chirurgiens, et puis de l'autre côté, dans un modèle de type partenariat industriel. On parle ici du R, du R&D, de recherche et développement. Alors, on a souvent communiqué sur la robotique. Vous savez que ça fait plusieurs années qu'on travaille sur l'application DSG en robotique. Ça fait partie du business plan de la société, de notre conviction depuis le début
que notre technologie avait un rôle majeur à jouer dans ce secteur. On travaille sur l'addition de technologies ultrasonores appliquées d'une façon spécifique pour venir complémenter ce que fait DSG quand l'outil est dans l'os. On a maintenant avec DSG Connect la possibilité de collecter des données, donc on a une recherche un petit peu fondamentale sur l'association entre l'intérêt clinique de la quantification de la qualité des tissus par notre technologie de mesure de conductivité électrique. On a un nouveau sujet sur lequel on a également commencé à travailler d'une façon fondamentale, qui est la notion de capteur avancé. Dans un contexte où le futur, quand même, se dirige vers des machines qui viennent assister les chirurgiens, on peut facilement comprendre que ces machines vont avoir des capacités, on va dire, surhumaines à traiter l'information et à la traiter rapidement et de traiter de nombreuses informations. Donc, en fait, le capteur DSG, qui est au cœur de notre technologie, qui est très concret, il a donc vocation à fournir davantage d'informations. Et donc, pour ça, en fait, on travaille sur les technologies de procédés, de fabrication actuelles qui nous permettront de concevoir des capteurs qui auront, par exemple, des multiples électrodes à différentes locations, différentes profondeurs, etc. On fait ça actuellement avec le centre du CETIM, qui est là pour soutenir les industries françaises. Et on parle de nouveaux procédés. Donc, un exemple, le fameux 3D printing, mais qui n'est qu'un exemple de tout ce qu'on pourrait faire en utilisant les nouveaux procédés pour monter la barre de la technicité de ce que nous faisons. On l'a déjà fait pour l'intelligence artificielle, la robotique. On s'est transformé en société qui fait du software, communication wireless. Et là, on est dans le concret, on est dans vraiment les capteurs eux-mêmes. Alors, au fil de ces progrès, évidemment, constamment, on enrichit notre portfolio de brevets. Et donc, on communique également aux actionnaires régulièrement quand des événements surviennent. Mais soyez certains que nous investissons largement pour veiller à bien protéger dans les géographies majeures toutes ces innovations de recherche qui sont effectuées chez SpineGuard. Alors ensuite, la façon dont ça découle vers les produits, sur la gauche, vous avez les produits organiques de SpineGuard. Alors, l'excellente nouvelle, c'est que maintenant, on a une plateforme DSG Connect qui donc prend notre signal mesuré par notre capteur avec notre électronique de mesure et qui est capable de l'envoyer à une unité de type informatique pour que cette information soit traitée, enregistrée, analysée, montrée à l'utilisateur ou connectée à d'autres systèmes. Donc, on va utiliser en fait cette plateforme DSG Connect comme un vecteur qui va nous permettre finalement d'avoir ces innovations qui proviennent de la recherche qui vont être ensuite appliquées dans des produits et qui vont pouvoir, grâce à l'interface DSG Connect comme une plateforme, venir ajouter des fonctionnalités pour les utilisateurs. Donc, par exemple, mesure de profondeur, mesure d'angle spatial, de direction des visées des instruments, détection automatisée de la brèche grâce aux algorithmes robotiques, mesure de la qualité osseuse grâce à la conductivité électrique et sa signification clinique pour des choix pendant l'opération ou après l'opération. De l'autre côté, la façon dont on découle à partir de ces innovations vers des produits innovants peut aussi être fait donc dans un schéma de partenariat industriel. Et là, on a déjà discuté et présenté un certain nombre d'exemples, la vis intelligente, les nouvelles applications dont on a parlé, que ce soit dans le dentaire, pour la fixation iliosacrée. Pierre, tout à l'heure, a parlé de la voie antérieure, qui est effectivement très prometteuse. Il s'agit de chirurgie de non-fusion qui sont assez miraculeuses, où les patients évitent, qui sont donc des jeunes, des adolescents, évitent d'avoir une fixation à vie de tout leur dos, depuis le haut des vertèbres thoraciques jusqu'au quasiment à la base de la colonne vertébrale. Donc, ce sont des chirurgies super innovantes qui bénéficient à tout le monde, aux patients et également au système de santé et aux assureurs, puisqu'on évite un certain nombre de coûts. Donc, une nouvelle application très prometteuse cliniquement parlant. Le dernier que j'évoquerai, et je vais revenir dessus, c'est la perceuse intelligente munie de l'intelligence robotique. Voilà. Alors, quelques mots sur nos progrès en termes d'application robotique de DSG. Donc, on a communiqué pas mal dessus. Vous savez que le but, de façon générale, c'est
de sécuriser et d'améliorer les robots utilisés pour assister les chirurgies orthopédiques et dans la colonne en particulier. Alors, les robots sont arrivés sur le marché de l'orthopédie il y a quelques années. Ils ont clairement commencé à changer la donne en termes d'attente, de niveau d'attente des fournisseurs de santé et des patients. Et on a toujours été convaincus chez SpineGuard que notre technologie, qui est unique parce qu'elle est, comme Pierre le soulignait, en temps réel, in situ, va pouvoir jouer un rôle essentiel pour cette sécurisation en nourrissant les robots d'une information cruciale prise au cœur des tissus. Donc, on a commencé en 2017 une collaboration avec Sorbonne Université, leur laboratoire de robotique et d'intelligence artificielle. C'est une collaboration qui a été extrêmement fructueuse. Donc, par exemple, aujourd'hui, on en est déjà à plus de 5 familles de brevets qui sont ou déjà déposées ou en cours de préparation autour des innovations robotiques. Vous savez qu'on a ensuite enchaîné avec un premier projet de thèse de doctorat qui a abouti à un meilleur papier à la convention à Londres de Hamelin de robotique médicale, puis 3 papiers un peu plus tard cette année au congrès d'assistance robotique à la chirurgie en Italie. On avait obtenu à la fin de l'année dernière un podium au congrès du SMIS de chirurgie mini-invasive à Las Vegas avec l'utilisation de nos algorithmes robotiques pour détecter les brèches. Donc, une collaboration hyper fructueuse. Et puis, vous savez sûrement qu'on fait partie du consortium Pharos, qui est une grande fierté pour nous, puisque c'est un projet de robotique européen, de robotique chirurgicale européen, qui réunit SpineGuard, le seul industriel du consortium, avec des universités prestigieuses, Sorbonne Université, l'Université de Louvain, le King's College à Londres, et puis l'école de chirurgie de Balgrist à Zurich. La communauté européenne vient de valider, on a passé avec succès l'examen à mi-projet sur un projet de 3 ans, donc on est au milieu de ce projet. Ça a déclenché le paiement des subventions et ça a déclenché le feu vert de continuer la deuxième partie du projet qui produit des résultats tout à fait impressionnants. Donc vous imaginez la valeur stratégique qui découle de ça et encore une fois la façon dont cette valeur est également appliquée à des produits à la fois organiques et de partenariat. Alors quelques mots pour illustrer, là je vais quand même aller assez vite, mais quelques mots pour illustrer très concrètement ce qui découle de l'innovation robotique. À gauche, vous avez la gamme organique. Ceux d'entre vous qui connaissent nos produits vont reconnaître les formes de nos produits Pédigarde. Vous les voyez ici améliorés, ça a l'air de rien, avec un petit tube autour. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ces tubes-là vont permettre des mesures de profondeur qui vont venir se corréler avec les mesures de conductivité électrique pour arriver à calculer les algorithmes robotiques et détecter automatiquement les brèches. Et tout ça va être fait en communication avec la plateforme DSG Connect, comme je le disais tout à l'heure, pour venir ajouter de nouvelles informations de guidage, telles que profondeur, angle de visée, etc. Donc, voilà d'une façon très concrète comment on peut envisager des générations futures de produits Pédigarde qui vont être munis de ces intelligences qui découlent de la recherche amont qui a été faite. De l'autre côté, vous avez l'exemple de la perceuse intelligente où, encore une fois, ici, on intègre l'intelligence robotique à un module qui peut permettre de rendre n'importe quelle perceuse orthopédique du marché intelligente, c'est-à-dire capable de détecter elle-même les brèches osseuses, capable même de s'arrêter toute seule pour éviter la catastrophe, capable de renseigner le chirurgien sur son orientation dans l'espace, sur la profondeur de pénétration, sur la qualité des tissus, la qualité de l'os dans lesquels il est en train de progresser, etc. Donc ça pourrait être extrêmement intéressant, évidemment, pour les gros acteurs du secteur qui sont les gens qui font les perceuses pour toutes les applications orthopédiques. Donc, voilà comment les choses découlent pour générer de la croissance pour SpineGuard à partir de la recherche fondamentale. Peut-être un dernier point sur deux pépites de notre innovation qu'on avait, si vous vous souvenez, pas forcément pu avancer aussi vite qu'on l'aurait souhaité. Mais maintenant, ça y est, ça a démarré là, vraiment de façon très active cette année. En termes de mesures de qualité osseuse, ce qui change tout, c'est qu'on a maintenant commercialement disponible notre interface DSG Connect. Donc, ça veut dire qu'en pratique, il commence déjà aujourd'hui à avoir des chirurgiens de par le monde, des hôpitaux qui enregistrent les données de conductivité électrique in situ de leurs patients
lors de procédures. Et en fait, vous imaginez bien que la donnée précise, osseuse, a une valeur énorme dans un contexte de vieillissement de la population mondiale et donc de pathologies associées à la perte de densité osseuse. Donc, tout ceci est protégé, évidemment, encore une fois, par des brevets, et la collecte de données est tout à fait active aujourd'hui, et toute notre recherche consiste à établir la corrélation et la pertinence clinique de nos mesures par rapport à d'autres façons d'évaluer la qualité de l'os des patients. Enfin, un dernier chapitre, les ultrasons. Alors, le fait de pouvoir remplacer largement compléter une navigation qui repose essentiellement sur les imageries au rayon X, ça c'est quelque chose de tout à fait novateur, et on pense pouvoir le faire à travers la conjonction de l'utilisation des ultrasons qui interviennent avant que l'outil ne pénètre l'os et les tissus, avec notre signal DSG. Sur la gauche, je vous ai mis une petite image qui découle du projet Pharos. Là, vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu la colonne, on voit une colonne comme si on était en train de regarder une chirurgie ouverte, sauf que, en fait, ces images sont obtenues en percutané par une représentation obtenue par ultrason. Ça, c'est déjà fait en cours d'élaboration dans le contexte du projet Pharos. Et en plus de ça, nous, chez SpineGuard, on a des brevets spécifiques sur une utilisation des ultrasons pour vraiment venir localiser l'effecteur robotique très précisément au point d'entrée, avec une trajectoire préestimée, et ensuite DSG va prendre le relais pour aller éviter les erreurs chirurgicales pendant que l'instrument pénètre. Et puis l'enjeu là, Stéphane, c'est vraiment d'avoir une solution complète sans rayon X du point d'entrée et de la trajectoire initiale jusqu'au placement de l'implant lui-même. C'est ça. Donc voilà, j'espère qu'on a pu vous montrer en quoi SpineGuard ne cesse d'innover, c'est vraiment dans notre ADN. Et c'est ça, en fait, qui construit à la fois la valeur stratégique et aussi la valeur tactique, la croissance trimestre après trimestre de la société. Manuel, c'est ton tour. Merci Pierre. Merci Stéphane. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va voir, vous l'avez compris, beaucoup de progrès faits en 2022 et beaucoup de projets pour 2023, naturellement qui se traduisent sur les chiffres déjà de cette année, sur ce qu'on a communiqué, les ventes de 24% croissance sur 9 mois et de 44% avec une accélération sur le seul troisième trimestre, avec les partenariats évoqués, donc on est en plein dans la traduction. Les efforts commerciaux et marketing, où on a réinvesti aux États-Unis, comme l'a souligné Pierre, et la forte croissance de nos dépenses commerciales sont essentiellement liées à ça, plus au fait qu'on a été en capacité de repartir sur les congrès, de redémarrer des actions avec les chirurgiens, qui sont fondamentales dans notre contexte. Comme Stéphane vient de vous l'expliquer, tout le contexte en R&D opérationnel, mais aussi en recherche pure, avec un effort de 800 000 € qui est en croissance de 43% par rapport à l'année dernière. Et néanmoins, une discipline financière de tous les instants, où on réfléchit tous ensemble dans la société sur comment dépenser les fonds qui nous sont confiés au mieux, et une amélioration de la capacité d'autofinancement quand même sur le premier semestre de 15%, avec un EBITDA certes négatif, mais que nous pensons extrêmement modeste aussi par rapport au comparable du secteur. Et ce qui nous a permis de faire ça réellement, c'est le fait qu'on avait mis en place des financements dès l'année dernière, dans de bonnes conditions. On a poursuivi nos objectifs ambitieux, malgré un contexte macro-boursier difficile. Je vais y revenir parce que je sais que c'est des choses qu'on voit beaucoup sur les forums, parce que d'aucuns d'entre vous, pour bosser, il est gentil, le directeur financier, mais le cours, il a quand même bien dévissé. Donc, on a tenu quand même à vous montrer un petit comparable sur le marché. En fait, tout le monde souffre. C'est pas une satisfaction forcément, mais c'est la réalité du marché. Je vais pas passer un par un sur les noms que vous voyez ici. Il y a des Américains, et puis sur la dernière partie de la liste, ce sont nos collègues français.
je vais juste prendre l'exemple d'Alphatec, qui est un peu emblématique et un peu la star de la cote, hein, dans les gros moyens américains. Ils ont fait beaucoup d'opérations, notamment ils ont acheté la société française et aussi Maging. Vous voyez que Alphatec, malgré une forte croissance des ventes sur chaque année, hein, on va dire, ils ont une très belle croissance des ventes, ils font quand même moins 9%, mais attention, ils ont un résultat net de moins 144 millions de dollars. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes, les moyens ne sont pas les mêmes, les marchés ne sont pas les mêmes. Point positif, néanmoins, c'est que vous voyez Spanguard dans la petite boîte encadrée en vert, c'est que par rapport à notre valorisation de marché, par rapport à nos ventes, on est au-dessus de la moyenne et ça reste quand même une satisfaction. On voit aussi, nous, notre analyse, c'est que les petites ou moyennes capitalisations sur le marché, dans le contexte actuel, souffrent plus que les grosses parce que on voit parfaitement que notre liquidité est en baisse et que sur des petits volumes, il peut y avoir des décrochages et une volatilité significative sur des petits volumes, ce qui ne nous plaît pas naturellement, mais on n'y peut rien, c'est le marché. Donc voilà. On prendra vos questions là-dessus. Je pense qu'il y aura sûrement des questions là-dessus. On a voulu aussi, parce qu'on regarde naturellement ce qui se dit sur les forums, on a des échanges aussi parfois par email avec certains d'entre vous, comment nous utilisons notre trésorerie. Alors encore une fois, je pense que nous avons un niveau d'utilisation de la trésorerie et une perte relativement modeste quand vous regardez tous les acteurs du secteur, hein, que ce soit les Français, alors je ne parle même pas des Américains qui sont beaucoup plus gros et dont beaucoup sont en perte également. Donc sur 8 mois de l'année, nous avons consommé 1,6 million de trésorerie. Comment on peut les décomposer? La première partie, c'est la partie opérationnelle, c'est la partie en haut de la slide. Donc, en moyenne, nous avons consommé 188 000 € de trésorerie sur les 8 premiers mois de l'année. Et ces 188 € contiennent une partie du fonds de roulement. Notre fonds de roulement sur nos stocks et sur le fournisseur a augmenté. Mais vous voyez que c'est quelque chose quand même d'assez raisonnable sur les 8 premiers mois. On a, comme vous l'avez compris, aussi augmenté les investissements et par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. Et on a investi à peu près 400 000 € sur les projets, la propriété intellectuelle, les brevets. Et enfin, comme vous le savez, on a une charge de la dette qui est encore relativement importante puisqu'elle a représenté 750 000 € de remboursement d'emprunt sur les 8 premiers mois de l'année. Donc, grosso modo, un peu moins d'1 million sur une année complète. Et on a utilisé une fois notre ligne en fonds propres cette année sur un tirage de 1 million, ce qui nous donne un cash flow entre guillemets positif sur les financements de 300 000. Voilà comment se décompose l'utilisation de notre trésorerie. Et encore une fois, si vous avez des questions par rapport à cela, c'est un plaisir d'y répondre. Enfin, pour finir, parce que c'est aussi un sujet qui revient fréquemment, à fin août, nous avions communiqué le niveau de notre trésorerie disponible à 3,7 millions. Nous avons encore une ligne en fonds propres que nous avons utilisée à hauteur de 6 millions depuis 2021 et un solde disponible de 4 millions. Nous avons toujours, pour encore une durée de 8 mois, l'attribution gratuite de PSAR qui n'est pas aujourd'hui, comme on dit dans le jargon, dans la monnaie, mais qui pourrait générer un potentiel de 5,2 millions si le cours remontait au-dessus d'1,80 €. Et comme Pierre et Stéphane l'ont exposé précédemment, les partenariats et le premier encaissement à mi-parcours sur Pharos nous ajoutent des milestones, des jalons de trésorerie. Et pour conclure, avant de repasser la parole à Pierre, je dirais que la société est bien financée, toute chose égale par ailleurs, jusqu'à mi-2024. Merci Emmanuel. Et donc, pour boucler cette présentation avant de passer à vos questions, je vous rappelle nos 6 priorités. Dynamiser l'activité commerciale, donc principalement avec DSG Connect et notre partenaire Wishbone Medical aux États-Unis. Développer de nouvelles fonctionnalités en nous appuyant, comme l'a très bien expliqué Stéphane, sur l'intelligence artificielle de DSG.
en mettant en évidence, continuons à mettre en évidence la valeur de DSG en chirurgie osseuse robotisée, soutenir Confident pour le design et l'industrialisation de l'application dentaire de DSG, implémenter évidemment l'accord récemment signé avec Omnia pour la vis intelligente et l'articulation, la fusion de l'articulation sacro-iliaque, et enfin initier de nouveaux partenariats stratégiques. Nous sommes actuellement en discussion avancée et sérieuse avec plusieurs partenaires potentiels. Voilà. Et donc, tout ça, ça va évidemment permettre de continuer à révéler le formidable potentiel de notre technologie et créer de la valeur pour vous, pour nous. Voilà. Mathilde, je vous repasse la main. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci, messieurs, pour cette présentation qui est très claire. Nous allons passer maintenant à la session de questions-réponses. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions via l'onglet « Questions » en bas de votre écran. Vous nous posez vos questions par écrit et on les posera oralement au management de Spanguard. Donc, pendant la présentation, on a déjà quelques questions qui sont arrivées de la part de vos actionnaires, messieurs. Et la première concerne en fait le marché que vous adressez. Donc, à combien estimez-vous la taille du marché de l'assistance chirurgicale sur lequel vous êtes présent? Quelle serait la répartition de ce marché entre l'Europe, les États-Unis et le reste du monde? Et plus globalement, quel est le taux de croissance que vous espérez sur ces marchés dans les prochaines années? Alors, c'est une question qui est difficile parce qu'il est très difficile d'estimer précisément la part des modalités de sécurisation de la chirurgie vertébrale dans le marché de l'implantologie vertébrale, pour une raison simple, c'est que dans la manière dont ces plateformes sont souvent commercialisées, il y a souvent ce qu'on appelle du bundling, donc un effet combiné des tactiques de vente entre les implants et les plateformes, les technologies d'assistance à la chirurgie. Le marché de la chirurgie vertébrale aujourd'hui fait plus de 10 milliards. Je pense qu'on peut dire qu'il y a un bon 10% de ce marché qui est constitué de ces modalités et que c'est vraiment là qu'il y a la plus forte croissance. Après, en orthopédie, on pourrait étendre à l'orthopédie en général, puisque, comme vous l'avez compris, notre technologie a potentiellement des applications qui vont bien au-delà de la colonne vertébrale, le dentaire, et puis on a identifié beaucoup d'applications dans le reste de l'orthopédie. Donc, c'est un marché de plusieurs milliards et qui est en croissance à 2 chiffres. Mais il est difficile à estimer parce que du fait des tactiques commerciales. Stéphane. Oui, non, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je veux juste peut-être indiquer que, par exemple, lors du congrès de la NAS aux États-Unis, qui était très récent, là, en octobre, fin septembre, il y a eu, la question a été posée au panel à l'audience des chirurgiens. Et aux États-Unis aujourd'hui, la photographie, c'est que moins de 5% des centres utilisent un robot dans la colonne vertébrale et 70% utilisent une navigation. Donc, en Europe, je pense qu'on est en train de parler quand même d'une fraction à ce stade infime qui utilise le robot et probablement, on doit être plus bas en navigation, mais on doit être peut-être dans les 25-30%, comme ça. Donc, c'est énorme en fait comme développement. Si on prend la même photo il y a 10 ans, ça n'avait rien à voir. Donc, il y a véritablement quand même une généralisation de la notion d'assister la chirurgie. Et c'est normal, c'est parce que le but des systèmes de santé à travers le monde, c'est d'être efficace, c'est-à-dire d'être reproductible, de garantir une qualité de soins et de contenir le coût. Donc, tout ce qui peut assister et quelque part standardiser les procédures vers une qualité haute est bienvenu dans ce contexte. J'ajouterais rassurer les patients. Et tout l'enjeu de l'exposition aux radiations pour l'équipe opératoire. Et il faut être clair, c'est très difficile aujourd'hui d'être un acteur sérieux dans le domaine de la chirurgie vertébrale et en général de l'orthopédie sans avoir une solution en la matière. Manuel, tu veux rajouter quelque chose? Non. Merci beaucoup pour cette réponse. On va rester donc dans l'innovation et la technologie. On a des questions par rapport à ce sujet. Est-ce que vous pouvez préciser les droits sur l'innovation en dentaire? Et votre partenaire Confident a-t-il une exclue mondiale? Et si oui, est-il capable d'adresser efficacement tous les pays? Oui, alors je commence, peut-être Pierre, tu compléteras. Donc oui, ils ont une exclusivité mondiale. Ce que j'ai dit tout à l'heure et que je voudrais bien faire comprendre, c'est que notre partenaire dentaire a créé spécifiquement
cette société pour abriter la licence. Donc en fait, il y a clairement un effet possible stratégique, parce que je suis tout à fait d'accord que, a priori, c'est pas une société qui a pour vocation d'adresser efficacement tous les pays du monde avec notre technologie. Par contre, elle a comme vocation à démontrer ce que peut faire cette technologie sur des marchés clés. Et après, à mon avis, c'est clairement une possibilité de leverage stratégique. C'est-à-dire que si un gros du domaine de l'implantologie dentaire venait à acquérir Confident, à ce moment-là, nous, on a quand même un accord de licence. Et donc, l'acquéreur, à ce moment-là, serait potentiellement un énorme industriel dentaire qui pourrait, à ce moment-là, nous verser les droits de licence pour appliquer notre technologie. Donc, je pense que voilà, c'est là que pourrait se faire le levier stratégiquement parlant. La bonne question. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de questions. On a essayé de les regrouper sur votre cours de bourse, etc. Beaucoup n'expliquent pas en fait la chute de votre cours de bourse. Donc, pourquoi, enfin, que pensez-vous de votre cours de bourse, de cette évolution? Comment vous expliquez le niveau du retour sur investissement, c'est-à-dire le cash burn d'une part et le résultat net positif ou pas? Et en fait, comment vous expliquez ce ROI? Voilà, si vous pouvez nous faire un retour peut-être sur ce point et peut-être aussi une précision sur l'horizon de l'EBITDA positif. Quand est-ce que vous pensez avoir un EBITDA positif? Je vais juste commencer, avant de passer la parole à Manuel, en disant que pour nous, c'est évidemment une très grande frustration, parce qu'on a l'impression qu'on n'a jamais créé autant de valeur que ces derniers temps, et elle est évidemment parflétée dans la trajectoire de ces derniers mois, et qu'on est impacté les premiers, parce que on est avant tout les actionnaires de SpineGuard comme vous. On a un certain nombre d'actions, et donc, ça nous concerne au premier chef. Voilà, donc on se sent complètement solidaire avec vous sur ce sujet. Et je vais laisser Manuel répondre plus avant. Ouais, c'est une question à la fois simple et très compliquée. On pourrait en parler longtemps. Nous, on a la faiblesse de croire, comme vient de le dire Pierre, qu'on a créé beaucoup de valeur en 2022, mais qu'on est très fortement, et comme on a voulu essayer de vous le montrer dans notre secteur particulier, très impacté par la macro aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va pas s'arrêter de faire ce que l'on vous a présenté. Et donc, on a la faiblesse de penser aussi que ça devrait influer positivement sur le cours en 2023. Maintenant, tous autant que nous voyons l'actualité, nous voyons un certain nombre de choses. Donc, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Nous, on a toujours eu pour trajectoire de dire on sécurise nos financements avec des lignes en fonds propres, avec de la dette quand c'était possible, et on s'en sert uniquement quand on en a vraiment besoin, parce que notre stratégie, comme vous l'avez compris, est avant tout de construire des partenariats, de continuer d'innover et d'avoir un cash burn raisonnable dans le contexte et le secteur qui nous concerne. On ne peut pas arrêter d'innover. Aujourd'hui, à peu près, on dépense 1 million en R&D. Vous voyez qu'un million en R&D, c'est globalement la moitié de notre cash burn, l'autre moitié étant représentée par le remboursement de notre dette. Voilà. On essaye de communiquer au mieux. Ouais. On travaille avant tout sur les fondamentaux du business. Je pense que c'est bien ressorti, j'espère, en tout cas, de la présentation que nous avons faite. Et on espère que ça va payer. On cherche aussi à trouver le juste équilibre, comme vient de le dire très bien Manuel, entre l'investissement pour exploiter au mieux notre potentiel et continuer à créer de la valeur, tout en minimisant la dilution et en gardant des marges de manœuvre. Donc voilà, c'est un juste équilibre qu'on essaie de maintenir et de s'adapter au mieux au contexte. Maintenant, on est à l'écoute. On sait qu'on fait sûrement pas tout parfaitement. On essaye en tout cas. Merci messieurs pour vos réponses très claires. On va rester un petit peu dans la même thématique et parler plutôt de l'avenir. Est-ce que vous pensez faire appel au marché? On spécifie aussi votre technique étant novatrice. Est-ce que vous avez été éventuellement rapproché par un plus grand groupe pour un rachat?
Et on nous pose aussi les questions, est-ce que vous allez continuer à utiliser des instruments dilutifs ou est-ce que vous envisagez peut-être un emprunt bancaire ou un instrument non dilutif, voilà, pour vous financer? Alors, sur l'appel au marché, il y a plusieurs choses là. Aujourd'hui, on a une ligne en fonds propres qui revient à faire d'une certaine façon un appel indirect au marché. Je sais qu'il y a eu pas mal de discussions qui continuent sur ces instruments. De notre point de vue, ces instruments ne sont pas plus dilutifs qu'un appel au marché, hein. Pour parler très clairement, quand vous faites des appels au marché, le marché, que ce soit des investisseurs professionnels, voire si on fait une opération avec maintien du DPS, il y a souvent, pour pas dire toujours, une décote. Donc, l'instrument de l'equity line, s'il est bien géré, pour nous, il doit pas s'accompagner d'une décote massive ou d'une baisse du cours. Ça, c'est une conviction aussi personnelle en tant que CFO. Je sais qu'elle n'est pas forcément partagée, mais en tout cas, c'est la mienne, si je peux dire. Après, encore une fois, on recherche un équilibre en permanence. Et là, on est tous un petit peu dans une navigation à vue, mais ce qui est certain, c'est que moi, en tant que directeur financier, je ne vais pas empêcher la société d'avancer sur sa stratégie. Donc, c'est à nous de trouver les bons moyens à tout moment, en s'adaptant le plus possible pour donner les moyens de financement de la société. Sur la partie dette, on a déjà une dette relativement importante qu'on est en train de rembourser. Je rappelle, on l'a quand même rééchelonné. On l'a rééchelonné dans le cadre du plan de sauvegarde, puisqu'on avait eu des difficultés à l'obtenir autrement, et c'était un choix volontaire. La BPI nous a soutenus avec un rééchelonnement long sur 9 ans, déjà. Donc, et pour être transparent avec nos actionnaires, on a recherché des solutions de financement alternatives avec des banques. C'est compliqué. Les banques sont assez frileuses aujourd'hui sur le fait de financer des sociétés innovantes qui ne gagnent pas d'argent. On le fait, on continue de travailler là-dessus. Je pense que c'est nos résultats qui nous permettront d'y arriver. On va capitaliser un maximum sur nos bons résultats. Merci beaucoup. Je pense que ça répond bien aux questions qu'on a eues de la part des actionnaires sur ces thématiques. On va revenir un petit peu sur la partie activité. Quelle est la répartition de votre chiffre d'affaires entre l'Europe, les États-Unis, l'Asie? Voilà, si vous pouvez nous faire peut-être un petit focus sur la répartition géographique. Les États-Unis, 70%. Encore aujourd'hui, on était à 80%, donc je pense que cette partie va remonter dans la proportion. Et ensuite, l'Europe, sur les 30% restants, est à 15%, et l'Amérique latine et l'Asie font le reste. Vous avez le Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient, pardon. Et vous avez des indications précises dans le rapport financier sur ces éléments. Mais les masses sont celles que je viens de vous donner. Merci beaucoup, Manuel. Comment se fait le partage de la propriété intellectuelle, notamment sur la vis intelligente, pardonnez-moi, et l'impact que cela peut avoir sur les futurs revenus en robotique pour Spanguard? Ouais, j'avais vu cette question et justement, j'avais envie d'y répondre. En fait, non, mais je vais même y répondre plus largement que sur la vis intelligente. Il y a une chose qu'on ne fait jamais, c'est de se retrouver potentiellement bloqué avec des droits qui ne seraient pas à nous sur des choses qui seraient du déploiement de DSG. En fait, on est plutôt sur du win-win, c'est-à-dire, pour répondre précisément, la vis intelligente, on a une IP qui nous permet complètement, et qu'on maîtrise totalement, qui est complètement à nous, qui nous permet de faire la vis intelligente. Après, ce qui se passe simplement, c'est que si dans le co-développement d'une vis intelligente avec un partenaire, il y avait des détails de conception qui sont astucieux et qui permettent de encore plus astucieusement mettre en œuvre DSG dans un produit de type vis intelligente, à ce moment-là, cette IP se retrouve partagée avec le partenaire. Mais fondamentalement, le fait de mesurer l'impédance à la pointe de la vis, on a l'IP là-dessus. Dans les projets de partenariat de type Sorbonne, c'est-à-dire de recherche, au départ, évidemment, l'IP est partagée entre Sorbonne et Spanguard, mais néanmoins, on a toujours dans nos contrats de collaboration
l'option que l'on exerce systématiquement de racheter pour un coût raisonnable l'exclusivité des droits d'exploitation dans le corps humain. Donc, les fruits de la recherche fondamentale, par exemple en robotique, sont complètement verrouillés et garantis pour Spanguard. Il n'y a pas de partage là-dessus. Donc voilà peut-être le principe de comment on partage les choses. Merci beaucoup Stéphane. Quel est le montant des subventions versées dans le cadre du projet Pharos, donc les montants déjà perçus et peut-être à recevoir? Alors, le projet global qui était sur 3 ans, c'était une subvention de 450 000 € sur 3 ans. Les modalités du projet ayant un peu évolué, c'est plutôt un gros tiers cette année et le solde en 2024. Merci beaucoup, Emmanuel. Quelle est la sensibilité de votre EBITDA au cours de l'US dollar? Voilà. J'ai pas calculé. Mais, alors, il est évident que comme on fait 70% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis et que la filiale là-bas est profitable, ça impacte assez significativement, surtout avec notre niveau de marge brute. Maintenant, pour être tout à fait honnête, j'ai pas fait le calcul précis. Bien, si il nous aide sur la top line et en même temps, au niveau du coût de fabrication, il nous impacte aussi. Donc oui, parce qu'on a des. Mais j'ai pas fait le calcul. Si je fais 1 000 $ de revenus en plus, ce que ça génère aujourd'hui, je l'ai pas fait directement. Je sais pas répondre précisément à la question. Pas de souci, merci Emmanuel. Quel est le détail de la commande de l'Arabie Saoudite en termes de volume et de chiffre d'affaires? C'est 200 unités à peu près. Il y a déjà eu 100 qui sont passées, comme je disais, au 3e trimestre cette année. Et on en attend à peu près la même quantité l'année prochaine. Merci beaucoup, Pierre. Alors, on a des questions. Songez-vous à souscrire un contrat de liquidité? On a un contrat de liquidité depuis qu'on est coté. Donc, on en a un. Il est en place. Il est en place. Je vous invite à vous rendre sur le site internet dans la section investisseurs. Vous pouvez suivre les bilans de contrat de liquidité tous les 6 mois, régulièrement. C'est ça, tout à fait. À quelle fréquence pensez-vous tenir ces webinaires? Quand on en ressent le besoin, l'idée c'est d'en faire, je pense, 2 par an en moyenne à peu près, mais je pense qu'il faut s'adapter aussi à l'actualité, puis à vos attentes. Noté, merci beaucoup. Alors on a aussi quelques questions par rapport à vos concurrents, justement vos comparables. Est-ce que vous estimez que la capitalisation est cohérente par rapport à la concurrence, notamment en termes de rentabilité, vos avancées technologiques, commerciales, etc. Ce que montrait bien Manuel tout à l'heure dans le tableau, c'est que on est plutôt au-dessus de la moyenne. Maintenant, on est une société techno à forte valeur ajoutée, on crée beaucoup de valeur, donc on aspire à mieux, évidemment, que d'un fois 3 fois 4 des ventes. C'est clair, quand on regarde les deals qui ont été faits, et j'en profiterai d'ailleurs pour répondre à la question, je crois qu'il y a une question qui demande si on a été approché par des gros. Quand on voit les multiples sur des acquisitions de sociétés vraiment à forte valeur ajoutée technologique, on est plutôt sur des x8, x10, souvent. Oui, même de mémoire. Même plus. Donc, non, on aspire à beaucoup mieux. On s'en contente pas du tout. Et est-ce qu'on a été approché par des gros? La réponse est oui. On a eu différentes touches à différents moments. Il y a une offre qu'on avait à l'époque pas acceptée parce qu'elle ne convenait pas à nos principaux actionnaires à ce moment-là. Donc oui, on a des touches par moment. L'important, c'est de trouver la bonne formule pour l'ensemble des parties prenantes. Et donc, on a beaucoup de discussions, pas seulement avec des gros. Vous avez vu qu'on a fait des accords avec des sociétés de taille moyenne, très ambitieuses, qui partagent beaucoup de valeurs avec nous. Et on a une vision aussi commune de ce qu'on veut faire. C'est un moyen aussi de créer de la valeur. Donc, il y a plusieurs moyens de créer de la valeur. Et on est ouvert à ces différents moyens.
Afin de financer votre développement, avez-vous envisagé des cessions de licence? Des cessions, pas des cessions, des accords de licence. Comme le dentaire est un accord de licence, typiquement. Donc oui, bien sûr, ça fait partie cession, des possibilités. Si la question c'est cession dans le sens vente définitive, ça, on n'a pas encore fait. Non, on n'a pas encore fait. Exactement. Aujourd'hui, on a des accords de licence qui nous cèdent des royalties. Voilà. Et on s'appuie, comme l'expliquait Stéphane dans la slide où il faisait un petit peu un récapitulatif de la manière dont on aborde les partenariats. On s'appuie sur les compétences de nos partenaires sur des secteurs qui sont étrangers pour nous, comme le dentaire avec Confident. Merci, messieurs. Alors, on a deux questions. Je vais essayer de poser les deux en une. Alors, merci pour la réponse sur le volume concernant la commande de l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pouvez préciser le chiffre d'affaires réalisé pour cette commande? Et je vais profiter pour poser une seconde question concernant le chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la répartition entre les activités B2B et B2C, ainsi que les perspectives de croissance? Alors, pour l'Arabie Saoudite, le prix moyen de mémoire est autour de 450 € par unité. Ça doit être de cet ordre-là. Donc, voilà, vous avez la réponse. Et je vais laisser Manuel répondre pour la part du B2B. On a dit que c'était à peu près 20% sur l'année, mais c'est en accélération. Ouais, c'est ça. Tu l'as dit, j'ai plus besoin. Écoutez, on n'a plus de questions à ce stade. Peut-être une dernière question, c'est quel serait votre news flow à court terme? À quoi pouvons-nous nous attendre très prochainement? Alors, ça va toujours être un peu les trois, c'est-à-dire l'accélération de la croissance des ventes, l'innovation, et puis les partenariats, avec l'évolution des partenariats en cours, et potentiellement des nouveaux partenariats. Il y a beaucoup de choses sur le feu, si je puis dire, et donc il devrait y avoir pas mal de nouvelles à venir. Je vous remercie, messieurs. Je pense qu'on peut conclure peut-être ce webinaire. On vous remercie voilà, pour votre présence, votre participation, vos nombreuses questions. Je me permets de vous rappeler que la présentation sera disponible sur le site internet de la société dans les prochains jours, ainsi que le replay de ce webinaire. Et je laisse maintenant le mot de la fin à Pierre-Jérôme. Merci Mathilde. Voilà, le webinaire s'achève. Je vous remercie toutes et tous très chaleureusement pour votre participation et votre attention. Et puis, je vous dis à bientôt. Excellente journée.